6836 à l'écoute. 6836, je vais avoir besoin de plus d'infos. C'est bon, on est en chemin. « 6836 à l'écoute. Bienvenue dans la série 6836 à l'écoute, la série où vous allez apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les soins préhospitaliers au Québec. Tammy, t'es paramédic, comment c'est la job? Est-ce que vous roulez vite? Ça prend combien de temps la formation? Les patients sont-ils lourds? Toutes les questions qu'on m'a tout le temps posées au courant des années, je vais y répondre juste ici. Sur Facebook et sur Instagram, je vous avais demandé de me faire parvenir vos questions par rapport au métier. Je les ai notées et on va y répondre ici une par une. C'est certain que je pourrais pas faire le tour de tout ce qui existe. Il va vous rester des questions. Laissez-moi savoir en commentaire si jamais votre question n'a pas encore été répondue au courant de la série. Première question, la formation. Combien de temps que ça prend pour devenir paramédic au Québec? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 11 cégeps qui sont accrédités. Camion. Tout d'abord, il faut savoir qu'au Québec, il y a 11 cégeps qui sont accrédités pour donner la formation de soins préhospitaliers d'urgence, anciennement appelée la technique ambulancière. Il faut remonter aux années 80 pour retrouver les premières formations officielles en tant que paramédic. Même si le DEC avait été demandé depuis 1985, ça avait d'abord été refusé. Pouvez-vous croire? Il va falloir attendre jusqu'en 2007 pour avoir la création d'un DEC qui inclut 2085 heures de formation spécifique. Moi, par exemple, j'ai fait ce qu'on appelait une attestation d'études collégiales, un AEC. Ça, c'était moins de 1000 heures de formation, 980 pour être précis, et c'était du go, go, go. On apprenait en faisant beaucoup de pratiques, c'était énormément de connaissances à apprendre dans un court laps de temps. Puis c'est surtout en stage, en fait, qu'on apprenait ce qui était vraiment la vraie vie. On avait appris les bases sur les bancs d'école, mais c'est plus en stage, puis dans l'intégration, l'exposition à des vrais patients que là, ça prenait tout son sens. À partir de 2007, le DEC s'est installé à Montréal. Donc maintenant, c'est une formation de 3 ans qui peut être accélérée en 2 ans si on a déjà des cours de base ou un DEC dans un autre domaine. En fin d'études, les étudiants paramédics doivent aussi passer un examen pour être inscrits au registre national de la main-d'œuvre. 11 cégeps au Québec qui dispensent la formation de soins préhospitaliers d'urgence et une université pour accéder à la majeure afin de faire un jour peut-être des soins avancés. Une autre question que j'ai beaucoup reçue sur les réseaux sociaux, c'est si c'est difficile de rentrer en technique ambulancière. Je vous dirais que là, ça fait quelques années déjà, plus d'une décennie que je travaille dans le domaine. Alors les choses ont bien changé. À mon époque, oui, j'aurais dit que c'est extrêmement difficile de rentrer. C'était contingenté, le programme était en demande, mais malheureusement, la formation ne fournissait pas à préparer ou à enseigner tous ceux qui avaient un intérêt pour les soins préhospitaliers. Aujourd'hui, la game, elle a changé. C'est surtout basé sur la qualité du dossier académique en premier lieu. Et en fin de parcours, il y a les tests physiques qui sont imposés de façon à s'assurer que les candidats vont être aptes à effectuer le travail. C'est beaucoup mieux encadré, on est beaucoup plus à l'écoute des étudiants, de leurs besoins, de leur façon d'être. Donc, on favorise beaucoup plus la réussite. Malgré le fait que c'était très contingenté à l'époque et c'était du go, 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 ça reste quand même une des plus belles périodes de ma vie. L'équipement de base des paramédics se compose d'un moniteur défibrillateur, une trousse de support des fonctions vitales ainsi que de l'oxygène. Avec ça en main, on peut faire face à une bonne majorité des appels sur lesquels nos services sont requis. Du capotage sur l'autoroute au coma diabétique, des troubles de santé mentale ou des crises convulsives à cause d'une épilepsie, mettons que sur un corps de travail, on s'ennuie pas. Une autre question qui revient souvent par les patients, par la famille, par les amis, la question des questions que j'espère qu'on va répondre une fois pour toutes, c'est « Est-ce qu'on passe plus vite à l'hôpital si on arrive en ambulance? » Non. Oh! Non! Non! Ça, les amis, tenez-vous-le pour dit, c'est pas le mode d'arrivée à l'hôpital qui change quelque chose au fait si on va attendre longtemps ou pas longtemps. En fait, ce que je réponds souvent, c'est qu'à l'hôpital, on attend toujours longtemps. Sauf si on est mort ou proche de l'être.
Donc, le mode d'arrivée du patient, que ce soit sur pied, en taxi, en montgolfière ou en ambulance, ça change absolument rien. En fait, il y a une échelle de triage qui est appliquée pour tous les patients qui mettent les pieds à l'hôpital, qu'ils soient arrivés en ambulance, à pied, en taxi ou en montgolfière. C'est cette échelle-là qui fait, selon la gravité de l'état du patient, que quelqu'un qui va être arrivé après vous pourrait être vu par le médecin avant vous et vice-versa. Le fait de prendre l'ambulance, en fait, pour passer plus vite à l'hôpital, de un, c'est un manque d'éthique parce que pendant qu'on utilise cette ressource-là, il pourrait y avoir quelqu'un d'autre qui aurait vraiment besoin d'une ambulance. Ici, je vais mettre des énormes guillemets, disclaimer, on n'est pas ici pour juger personne. Des fois, d'une apparence, ça peut donner l'impression que, mais je parle à la conscience de tous et chacun. Hein? Toi qui me regardes, réfléchis, demande-toi, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une ambulance? Si la réponse est oui, il n'y a aucun problème. Mais on sait pertinemment que c'est pas toujours le cas. Parce que pendant qu'on est en train de s'occuper d'une personne qui potentiellement n'avait pas besoin de nos services, ben on n'est pas disponible pour une autre. Et il peut arriver des histoires dans ce temps-là, comme on entend parfois aux nouvelles, des délais qui s'éternisent ou des décès malheureusement, dû au fait qu'il manquait une ambulance sur le territoire. C'est pas que ça. Je dis pas ici que c'est juste des personnes qui n'ont pas besoin de l'ambulance qui font que le système fonctionne mal en ce moment. Mais c'est une des raisons qui en font partie. Alors, sur l'ambulance, comment on choisit notre partenaire? Pourquoi des fois on a de l'air de rouler en urgence puis finalement on s'arrête puis on éteint les sirènes? C'est-tu encore un métier de gars? Est-ce qu'on a des rôles précis sur l'ambulance? Est-ce qu'il y en a un qui fait que conduire et l'autre qui fait que soigner? La réponse est simple, encore une fois, non! En fait, la façon que ça fonctionne pour la plupart des équipes, c'est qu'on échange de place à chacun des patients. Quand on arrive chez le monsieur ou chez la madame, oui, il va voir qu'il y en a un qui s'occupe du matériel et que l'autre est plus à son chevet. Ce qu'on a l'habitude d'appeler un TAP1, technicien ambulancier paramédic, et 2. Le TAP2, lui, veut plus se concentrer sur les signes vitaux, sur la récolte des informations autres, la sécurité des lieux, puis aussi de rassembler tous les effets du patient pour qu'on puisse être efficace à partir vers l'hôpital. Ensuite, il y a des situations particulières, comme par exemple si un des deux partenaires est dans une période de probation, qui vient de revenir d'un long congé ou qui est sorti de l'école récemment, à ce moment-là, ce paramédic-là va être exclusivement dédié au rôle de TAP1. Durant cette période-là, le TAP1 ne fait que s'occuper du patient, recevoir des conseils de son partenaire qui va être habituellement un petit peu plus expérimenté et puis se forger une personnalité professionnelle pour pouvoir donner des soins de qualité. Chaque duo est aussi responsable de son camion. Donc, si nous, cette semaine ou cette journée-là précise, on décide que moi et ma partenaire, moi je conduis puis elle soigne, qu'on décide que ça fonctionne comme ça pour cette soirée-là, il n'y a aucun problème. Mais traditionnellement, on va venir échanger comme ça à tous les appels. Ça permet de changer le mal de place. Conduire tout le temps, c'est plate. Ça permet de se garder plus éveillé parce que qu'on soit dans un ou dans l'autre des rôles, ne faire que ça, ça vient routinier, ça vient long à un moment donné. Alors, le fait d'échanger comme ça, nos places à chaque fois, ça permet à chacun de soigner, de prendre soin des patients et de conduire. Une autre question qui est super pertinente et qui revient vraiment souvent, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir notre partenaire? Encore là, moi j'ai toujours travaillé pour la même coopérative depuis mes débuts sur l'ambulance. Ça fonctionne différemment à chaque place, mais traditionnellement, au mois d'avril, il y a ce qu'on appelle un affichage des postes qui est fait. En fonction de l'ancienneté de chacun des paramédics, les postes sont offerts du plus vieux en ancienneté, là, pas en âge, du plus vieux au plus jeune, puis les choix sont faits comme ça. La priorité est toujours donnée aux paramédics qui sont déjà en poste. Donc, si deux paramédics sont sur un poste à temps complet et décident qu'ils veulent rester ensemble, à moins qu'un plus vieux vienne en bumper, comme on dit dans le jargon, un des deux, il y a peu de chances que le duo soit défait. Par contre, le temps des horaires, c'est tout le temps un temps de Game of Thrones, puis d'alliance, puis de « Oh, mais là, si lui fait ça, moi, je vais faire ça. » C'est très drôle. Drôle et stressant à la fois, comme moi, je vais prendre l'exemple de moi et ma partenaire, on a quelques années d'écart, je suis un petit peu plus vieille, donc j'ai toujours été assise sur mon poste, mais c'était un stress à savoir si elle allait pouvoir le conserver, étant donné qu'il y avait quelques paramédics qui avaient un peu plus d'ancienneté qu'elle. Fort heureusement, depuis les 6 dernières années, on a toujours pu rester ensemble pour ma plus grande joie, parce que avoir un partenaire avec qui ça fonctionne, puis avec quelqu'un avec qui ça clique, à qui on peut faire confiance, c'est très, très important. Et ça m'amène à une prochaine question qu'on a reçue qui est « C'est quoi les qualités d'un bon partenaire? » Ah, là, j'ai peur de devenir émotive. Les qualités d'un bon partenaire, en fait, ça varie. Encore une fois, j'y vais avec mon ressenti à moi. Un bon partenaire, c'est loyal.
Un bon partenaire, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Parce qu'on peut se retrouver dans certaines situations d'urgence où la situation peut, en fait, ne plus être à notre avantage. Soudainement, une situation qu'on croyait sous contrôle, relax, tranquille, puis finalement, ça vire dangereux ou inconfortable. C'est absolument crucial de savoir qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter, qui va se donner corps et âme pour sa sécurité et la nôtre en tout temps. En second lieu, une équipe de travail, c'est un couple professionnel. On a besoin de communiquer. Alors, avoir des talents de communicateur, c'est très, très, très important pour pouvoir travailler en équipe. Il faut le verbaliser, en fait. Il y a des journées qu'on va arriver au travail et puis ça va moins bien, on se sent moins dedans ou on vit des choses personnelles qui sont plus difficiles. Mais si on ramène ça au travail puis que le partenaire n'est pas au courant, il va pas pouvoir nous aider à passer au travers ou il va trouver qu'on va avoir des réactions qui vont être un peu bizarres. Puis il va peut-être le prendre personnel, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment important de s'en parler. Il y a une proximité, il y a une intimité dans une équipe de travail qui s'installe avec les années. Puis ça, c'est vraiment beau. C'est beau à voir. Si vous arrivez à voir ça un jour, je parle à tous mes futurs paramédics qui me regardent en ce moment, là, vous arrivez à trouver la personne. Tu sais, comme un couple, vraiment. La personne avec qui ça clique, avec qui on se regarde en un clin d'œil, on sait que les deux, on rit dans nos têtes, ou on sait que les deux, oups, ça fonctionne pas, faut passer à la vitesse supérieure. Ça, c'est d'une richesse sans nom. Une autre belle qualité qu'un partenaire doit avoir, c'est d'être très englobant. Comme je disais tantôt, on a des rôles qui sont interchangeables sur chacun des appels. Et quand on est TAP2, quand on est celui qui a la vue d'ensemble de la situation, il faut avoir à cœur les intérêts de notre partenaire. C'est vraiment pas chacun pour soi. On est une équipe qui prenne soin d'un patient. C'est la façon de voir les choses. Alors, si on a quelqu'un avec nous qui est travailleur, qui est propre, qui est organisé, qui organise bien sa zone de travail aussi, ça, c'est de la crème, c'est sûr. Alors, quelqu'un de loyal, avec qui on va être capable de bien communiquer, puis qui est travailleur, qui a une éthique de travail qui ressemble à la nôtre, c'est gagnant. Prochaine question! Est-ce que le métier de paramédic est un métier d'homme, un métier de gars? Là, encore une fois, c'est ma chaîne, c'est ma vidéo, je vais y aller avec mon idée personnelle. Oui, c'est encore un métier d'homme, je trouve. Et un instant avant de me lancer des roches, je m'explique. Traditionnellement, on pense souvent à l'aspect force physique pour ce qui est du transport des patients, du déplacement sur planche, des choses comme ça. Et les filles sont aussi fortes, sinon plus, que certains garçons. Aucun problème à ce niveau-là. Girl represent! Là où je trouve personnellement que le métier de paramédic est encore un métier de gars, c'est au niveau de la gestion opérationnelle. De façon traditionnelle, les filles, femmes qui vont commencer dans le métier vont être dans la jeune vingtaine. Autour d'eux, on commence à avoir une carrière, on se fait un copain ou on en a déjà un depuis certaines années et on tombe enceinte, on a des enfants. On doit avoir ce qu'on appelle le retrait préventif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, les paramédics sont retirés de la route dès le moment où la femme est enceinte jusqu'à la fin de la période d'allaitement. Ces filles-là ne seront pas présentes. Et là où ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que si c'était un métier majoritairement de femmes, on aurait un problème au niveau de l'approvisionnement des employés. Parce que pour une femme qui a 1, 2 ou plusieurs enfants au travers des années, il va y avoir une absence de 1, 2 ou plusieurs années qui vont s'en suivre. Et pour les questions de gestion opérationnelle, ben, ça serait juste pas possible. On aurait un problème parce que la nature du travail même, le fait de descendre un monsieur du 4e étage sur une planche en faisant du massage cardiaque au travers des étages, quand on est enceinte de 4 mois, ça se peut pas. Alors, pour des raisons bien évidentes, le métier est encore plus masculin. Là où je crois que les femmes ont un très grand rôle à jouer dans les soins qui sont donnés, c'est que parfois les filles, on va avoir une écoute qui va être plus attentive, une sensibilité qui va être plus développée. Il y a des gars qui sont très, très, très sensibles aussi. Mais généralement, les filles, on va avoir cette fibre-là de communication, d'écoute qui va être plus développée. Et ça, c'est très, très important sur le métier. Donc, exclusivement réservé aux gars, pas du tout. Si on est capable d'avoir un mix des deux, pour certaines situations délicates, admettons, on parle d'agression sexuelle ou des choses comme ça, le fait qu'il y ait une fille, une présence féminine dans l'équipe, sur certains appels, ça peut faire toute la différence. Des fois, le monsieur peut être en beau joie le vert, pour être très québécois, après tout ce qui se passe, après les policiers, après toute la jante masculine qui arrive. Puis ça s'est adonné que j'ai été la seule fille qui était sur les lieux, puis que là, ça a comme descendu d'un cran, puis qui était plus prêt
à parler puis à jaser. Donc, c'est à ce niveau-là que je dis que c'est un métier, oui, de gars, de façon opérationnelle, mais dans la vie de tous les jours, puis pour la beauté du métier, c'est clair qu'on a tous notre place ici sur l'ambulance. Wow! OK, t'es rendu là? Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire face à la mort et aux situations qui peuvent être plus stressantes, des gros traumatismes? C'est quoi les mécanismes qui sont mis en place pour nous protéger? On répond à ça dans le prochain épisode. Assure-toi d'être abonné à la chaîne. Salut!